Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche professeur Mansour Aou. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Mais c'est un très grand plaisir et un devoir que de répondre à votre invitation, tenant compte de tout le travail que fait Walfadjri, bien sûr, toutes les autres radios, les télévisions en charge et font le même travail. Quand on est invité, c'est avec plaisir et nous nous faisons le devoir de répondre à votre invitation. Merci, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Vous êtes historien de métier, ancien proviseur du nouveau lycée de Thiès, ancien militant du Parti communiste sénégalais, membre fondateur du mouvement de la jeunesse marxiste-léniniste, membre fondateur de And Jëf MRDN, qui a donné plus tard And Jëf PADS, et membre fondateur de la CDP Garabi. Comme on peut bien le constater, vous êtes un fervent militant de la gauche. L'évocation de la gauche pratiquement laisse indifférent aujourd'hui la jeune génération qui ne comprend pas en quelque sorte qu'est-ce que c'est la gauche. Vous, en tant que militant de la gauche, militant historique, c'est quoi la gauche, professeur? Bon, mais il faut peut-être rectifier. Les jeunes, par nature, ils sont de la gauche. Ils sont dans un élan de protestation. Ils sont dans un élan d'affirmation, ils sont dans un élan de refondation, de mouvement, de mutation. Ça, c'est le propre de la jeunesse, de poser les questions, de remettre en cause, d'avoir des visions pour fonder, aller de l'avant. C'est ça le tempérament naturel de la jeunesse en règle générale. Donc, il faut lier gauche et contestation. Ce n'est pas seulement contestation. C'est vrai, il y a contestation, mais aussi il y a construction, il y a proposition et il y a tout le mouvement qui doit en dériver. En règle générale, la gauche, historiquement, c'est tout ce qui, évidemment, dit non, voilà, mais qui ne s'arrête pas à ça. C'est aussi qui fait des propositions. Et c'est un mouvement qui est animé par des valeurs qui sont fondamentales, qui sont essentielles, qui tournent autour de l'homme, autour de la démocratie, autour des libertés, de la justice, de l'équité, aujourd'hui de plus en plus de la transparence. Ce sont ces valeurs-là que la gauche a toujours incarnées hier, qu'elle incarne aujourd'hui tant bien que mal, compte tenu de sa situation, de division, ses faiblesses, etc., sa marginalisation. Mais fondamentalement, la gauche, c'est tout ce qui bouge et qui va dans le sens des populations, des masses fondamentales. Et ce sont les paysans, ce sont les ouvriers, ce sont les travailleurs démunis, et les classes du bas de l'échelle sociale qui ont des difficultés de vie, de survie, qui sont exploitées, qui sont écrasées par l'État omniprésent. La gauche, pour résumer, c'est ça. Encore que cette gauche, elle est plurielle. Et il a plusieurs racines historiques qu'il faut chercher. Et au Sénégal, il y a une histoire de la gauche qui fait près de 100 ans. Oui, la gauche sénégalaise, disons-le tout net, est en train de perdre de sa superbe. Comment faut-il l'expliquer? Elle a beaucoup perdu de sa superbe. Oui, comment faut-il l'expliquer? C'est presque incompréhensible. Et cette gauche qui était là déjà, je vous dis, près de 100 ans, c'est-à-dire depuis déjà 1918, au sortir de la Première Guerre mondiale, il y a eu un mouvement incarné par Lamine Senghor, Lamine Alpha Senghor, qui a consisté à défendre la race noire, les anciens combattants sortis de la guerre, et à poser les premiers éléments de revendication pour l'indépendance nationale, la décolonisation.
Alors, pour quitter 1918, avec le temps, d'autres sont venus s'y ajouter, les Gabriel Darboussier, les Doudou Gueye, qui sont liés au mouvement de l'international socialiste, la SFIO, et les Lamine Gueye sont embarqués dans ça. Même l'ancien président Senghor a eu un passage à travers la SFIO. Et plus tard, on retrouvera les Ablaïli, les Ablaï Gueye Cabri, beaucoup de syndicalistes. Et en 1957-1958, avec la naissance du PAI, c'est Mahmoud Diop, avec tous ceux qui ont gravité autour de lui, Seydou Sissoko, et toute cette évolution qui a débouché sur 1968, où nous, jeunes, arrivions, certains dans les classes terminales, d'autres à l'université, avec un nouveau message contre le néocolonialisme, contre la domination étrangère, contre la présence de l'assistance technique française, militaire, dans le système éducatif, dans l'État. Ça a été le grand chamboulement, le grand séisme de 1968. Et ça s'est continué. En 1988, nous avions une autre quatrième ou cinquième génération à travers ce qu'on appelle les 88 arts, avec leurs représentants, les Amadou Diadji Fada, n'est-ce pas, et tant d'autres qui ont été vraiment nos jeunes frères qui ont pris le flambeau à l'Université de Dakar, qui se sont battus contre l'autorité, universitaire avec tous ces problèmes, et qui étaient aussi des militants très actifs de tout ce qui est progrès social, de tout ce qui est justice. Et nous avons, et finalement, la cinquième génération identifiée, c'est celle que nous appelons la génération du millénium. C'est la génération de 2000 qui a fait la première alternance politique dans ces pays. Et c'est important ce fait-là. Les gens ont commencé en 1918, c'était autour de l'indépendance. Elle a été acquise en 1960, elle n'était pas parfaite. Donc l'indépendance n'est parfaite. Nous avons été avec nos anciens du PAI, lutte contre le néocolonialisme, approfondissement de la démocratie, du système des libertés démocratiques et politiques, syndicales, culturelles, etc. etc. Ça a donné ces résultats, mais il faut attendre 2000 pour voir vraiment aboutir le mouvement en profondeur avec cette génération du millénium. Oui. Malgré tout ce parcours, la gauche ne fait plus rêver. Mais c'est ça, j'en arrive justement. Alors, toute cette gauche qui a capitalisé, qui a dirigé tout le mouvement politique, intellectuel, parce que la production intellectuelle, elle est colossale, culturelle, les associations, les mouvements de femmes, les ONG, tout ça, c'est à mettre à l'actif de la gauche. On ne dit pas assez. Elle s'est battue en 2000, elle a donné le pouvoir à M. Abdoulaye Wade. C'était l'élément le mieux placé, c'est vrai. Mais ensuite, elle s'est dispersée, cette gauche. Dès l'accession de M. Abdoulaye Wade au pouvoir, c'est l'éparpillement, c'est la dispersion, c'est les querelles qui ont repris ici et là, c'est des positionnements dans chaque parti. Ça crée des problèmes, des scissions. Donc le fait d'avoir flirté avec le pouvoir a en quelque sorte dénaturé la gauche. C'est même pas le fait d'avoir flirté avec le pouvoir, mais c'est le fait d'avoir non seulement donné le pouvoir à Abdoulaye Wade, qui était le candidat aussi de la gauche, mais le fait de ne pas se mettre d'accord. Le fait d'avoir mis en avant d'autres intérêts que les intérêts fondamentaux des populations, des masses pour lesquelles on s'est battu pendant 50 ans. C'est ça qui n'est pas normal. Dans les partis, c'était à croire que les gens ont tout fait, c'est pour accéder au pouvoir. Avoir un poste de ministre, avoir un poste dans une représentation diplomatique, être présent dans un conseil d'administration. Et toute cette vie de riches, d'hommes de pouvoir institutionnalisés, mais c'est ça qui a perdu beaucoup de nos éléments. Et je vous dis, c'est tellement vrai qu'une fois qu'ils rentrent dans le pouvoir, ils perdent leur âme. Et c'est ça qui est grave. Ils cessent d'être des éléments de gauche, ils sont des éléments du système qui répètent ce que le système reproduit, qui répètent ce que le chef d'État veut.
Et ça fait des conséquences. Les uns après les autres ont été expurgés. À chaque fois qu'ils ont voulu dire certaines vérités qui étaient bonnes à dire, qu'il fallait dire, mais ils l'ont fait en ordre dispersé, après avoir été usés, après avoir séché à tous les niveaux et montré leur faiblesse fondamentale. On ne pouvait pas comprendre tous les errements, toutes les erreurs d'Abdoulaye Wade après les premières années justement de l'alternance en 2000. Tout était là. Le peuple était mobilisé derrière Abdoulaye Wade. Il s'est battu. Ce n'est pas seulement 25 ans, près de 50 ans, plus de 50 ans. On a donné le pouvoir, on a fait l'alternance politique contre le régime de l'UPS-PS qui a fait 40 ans dans ces pays, qui a arrimé le pouvoir au système colonial ancien, au néocolonialisme, qui l'a détruit à travers les plans d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il fallait reconstruire ces pays. Les énergies étaient là, les hommes étaient là. Il fallait encadrer Abdoulaye Wade, qui avait les bonnes dispositions et les meilleures des dispositions. Ça ne s'est pas fait. Les gens se sont installés dans le confort du pouvoir, ont rompu avec les militants, les camarades, ont rompu avec les masses, ont eu le discours radical, le discours d'engagement, se sont installés dans le confort. Oui. Là, oui, professeur, est-ce qu'il n'est... Et ça, ce n'est pas la faute de Wade. Oui, mais là, justement, est-ce qu'il n'est pas trop exagéré de dire que c'est la gauche qui a donné le pouvoir à Abdoulaye Wade? La gauche, certes, est une force de proposition, mais elle n'est pas une force de mobilisation au Sénégal. Non, justement. Elle mobilise. C'est elle qui mobilise les syndicats, fondamentalement. Tous les mouvements sociaux, les associations... Les partis de gauche ne drainent pas du monde. Je regrette. Les partis peuvent ne pas drainer, mais les hommes, le leadership dans le mouvement social, le leadership dans le mouvement culturel, le leadership dans les associations, mouvements, partout, vous avez des hommes de gauche qui sont là, qui ont participé à la maturation des idées, qui ont participé à mettre en place les choses, qui se sont battus, qui ont fait reculer le pouvoir à tous les niveaux. Ce que Abdou Diouf a accepté, toutes les réformes institutionnelles, constitutionnelles, ce n'était pas avec sa volonté. C'est parce que le mouvement social était fort, c'est parce que la gauche a été puissante, on l'a poussé à accepter. Et c'est cette gauche-là qui a tout fait, qui n'est pas parvenue à s'entendre. Les gens se sont créés, je voulais, dans les partis eux-mêmes, pour choisir les ministres, pour choisir les directeurs de cabinet, les chefs de cabinet. Ceux qui ont été choisis se sont coupés avec les autres, sont coupés avec les masses, ne pouvaient plus parler parce qu'ils sont là dans des situations de pouvoir et de prébende. Et ça fait que les partis se sont effilochés. C'est quoi gauche est incompatible avec non, justement, pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils auraient dû, parce qu'il y a eu des expériences de mouvements révolutionnaires dans le monde, où la gauche au pouvoir a construit et resté fidèle à son programme. Maintenant, c'est parce que les gens qui ont conduit ces processus-là, qui étaient au devant de la scène, se sont vraiment évolué très négativement. Et ça, c'est un élément de bilan qu'il faut faire. Nous avons convoqué la première année pour faire le bilan de la gauche, les 80 ans d'expérience de la gauche. Mais les gens ont dit ça. On dit que le problème fondamental, c'est moi et les autres que nous, entre nous, non seulement nous nous détruisons à l'intérieur, ensuite, une fois que nous sommes au pouvoir, nous trahissons les masses pour lesquelles nous avions revendiqué, pour lesquelles nous nous sommes battus. On s'installe. C'est vrai, c'est ce qu'on peut appeler maintenant un changement de situation sociale, qui implique aussi un changement dans le positionnement social, parce qu'on est dans d'autres intérêts. Mais vous voyez, dans d'autres pays du monde, les gens ont conduit ces mouvements, ils ont conduit ces révolutions, ils sont arrivés au pouvoir et ils ont construit. Aujourd'hui, si vous voyez en Amérique latine, les Rafael Correa, ce que Chavez avait fait, Lula a fait, et tant d'autres révolutionnaires et éléments de gauche, ils ont construit des sociétés. Pourquoi au Sénégal, les gens qui revendiquent gauche, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, oublient leur mission, oublient ce qu'ils disaient hier pour se mettre uniquement derrière les chefs,
à défendre maintenant des intérêts personnels. Voilà une question qui reste posée. C'est quoi? Ils ont goûté à l'argent? C'est toi qui l'as dit. C'est une question. C'est un réel problème. C'est un réel problème. Oui. Et ça, c'est catastrophique. On n'a pas droit à ça. Et les ministres de gauche, par la suite, se sont montrés les éléments qui sont les plus réactionnaires dans les politiques de l'État sénégalais. Ça s'est vérifié avec Abdou Diouf. Est-ce qu'Abdou Diouf a mis en place son gouvernement de majorité présidentielle élargi pour avoir la paix? On a vu le retournement de veste des éléments qui sont attirés de la gauche. Abdoulaye Wade aussi a connu le même phénomène. Des gens de gauche qui par la suite se retournent, qui mordent la queue au mouvement de gauche, qui divisent les syndicats, qui luttent contre les syndicats, qui écrasent les syndicats. Il y a un problème quelque part. Oui, l'histoire a semblé bégayer avec même leader de la gauche qui ont eu à accompagner Abdoulaye Wade pour son accession au pouvoir sont les mêmes qui ont aidé Macky Sall également à accéder au pouvoir. Là, comment faut-il expliquer ce phénomène-là? Mais ce n'est pas normal. Il y a un problème d'individu. Il y a un problème d'aspiration fondamentale, de trajectoire historique des uns et des autres. Et comme vous dites, moi j'ai dit aux gens, lorsque nous avons appelé au regroupement refondation de la gauche, nous avons dit à nos amis, nos camarades, avec qui nous avons fait un cheminement depuis de 40 ans dans les mouvements, on leur a dit, nous, ça ne nous dérange pas que vous soyez dans le régime de Macky Sall. Au contraire, il faut non seulement y rester, mais il faut consolider la présence de la gauche dans son gouvernement et il faut aider le plus possible et le plus longtemps possible le président Macky Sall à aller dans le sens des intérêts fondamentaux des masses sénégalaises, à prendre en charge pour le mouvement social, culturel, politique que la gauche a porté pendant 50 ans, 60 ans. Sauf que la Macky ne se revendique pas de la gauche. Abdoulaye Wade non plus. Et il est passé à la gauche Macky. C'est un. Aujourd'hui, il a posé des éléments qui sont des éléments de politique de gauche. Oui. Indéniables. Les bourses sociales, la protection sociale, la couverture médicale universelle, la protection sociale. Mais ce sont des éléments de programme de gauche sur le plan historique. En Angleterre, au Brésil, en France essentiellement. Ce sont des choses sur lesquelles les gens se sont battus, sur lesquelles les gens se battent encore aujourd'hui. Moi, j'ai dit assez récemment, j'ai dit que Macky Sall, s'il échoue, ce n'est pas lui qui échoue, ce sont les éléments de gauche qui sont avec lui dans son pouvoir, qui ont participé à l'énoncé des politiques de gauche, mais qui n'ont pas été, qui ne sont pas encore à mesure de conduire les politiques de gauche, bien que l'énoncé ait été fait. J'ai dit qu'il faut repousser Macky Sall à aller le plus longtemps possible dans son compagnonnage avec la gauche. Mais les éléments de gauche qui sont là-bas, quand on les entend aujourd'hui, s'en prend à d'autres camarades, ce qui n'est pas normal. En disant, taisez-vous autrement, quittez le pouvoir. Tout à fait, voilà, c'était ça la question qui mais je vous devait dis, suivre. c'est incongru, c'est gros. Ça veut dire qu'on trahit les idéaux pour lesquels on s'est battu. Ça veut dire qu'on ne respecte pas les autres, on ne respecte pas la possibilité à ce que les autres aient leur opinion. Oui, quand le trotskiste Mahmoud Saleh dit aux autres, moi, je ne parle pas de personne. Déterminez-vous ou bien... Je vous en prie, voilà, ne me parlez pas de personne. Moi, je ne veux avoir de conflit de personne. Oui, là, parce que là, vous faites certainement allusion à ces propos. Moi, je prends sûrement la responsabilité de citer son nom. Je dis, il y a un fait. Oui. Ce fait historique est qu'aujourd'hui, nos camarades qui hier s'étaient tus, qui avaient accepté beaucoup de choses pour avaler des couleuvres avec le régime du président Macky Sall, aujourd'hui sont de plus en plus mal à l'aise. Aujourd'hui, ils sont obligés de plus en plus de se démarquer. Ils auraient dû le faire dès le début. Ceux qui étaient là avec Abdoulaye Wade auraient dû le faire depuis l'époque Abdoulaye Wade. Ça nous aurait fait gagner beaucoup de temps. Ils ne l'ont pas fait. Ceux qui sont avec Macky Sall ont tardé à le faire. C'est bien qu'ils apprennent à le faire et qu'ils le fassent, mais qu'ils le fassent bien. Qu'ils le fassent sans calcul, qu'ils le fassent sans peur, qu'ils sachent qu'ils ont été des contributeurs extrêmement fondamentaux à l'avènement de la deuxième alternance, qu'ils sont des créditeurs de cette alternance.
C'est vrai, c'est Macky qui a été élu. Il a été élu avec des éléments de gauche. Il a été élu avec des programmes de gauche. Eux, il est de leur devoir que de dire, mais Macky, voilà les éléments sur lesquels nous avons été élus, vous avez été élus, que nous avez accompagnés sur ça, mettons ça en application, et eux, de trouver les voies et les solutions pour que Macky Sall aille dans ce sens-là. Je vais vous dire, j'ai eu 2 entretiens. Le premier avec une ancienne responsable au sein de l'État et de l'APR, qui a connu beaucoup, en fait, qui a connu une sortie qui n'était pas des plus heureuses du gouvernement et de l'État, qui a traversé un moment difficile. Je l'ai rencontré pour lui dire, mais moi je suis très déçu parce que tu n'aurais jamais dû, votre compagnonnage avec Monsieur le Président Macky Sall n'aurait jamais dû s'arrêter. Ça devait aller le plus loin possible, parce que moi je sais que vous êtes de gauche, vous incarnez le mouvement social, vous incarnez le mouvement de construction, vous avez baigné dans le mouvement associatif féminin, dans le mouvement associatif culturel, dans tous les mouvements de gauche sur le plan international. Vous avez capitalisé tellement de choses que le président Macky Sall n'a pas capitalisé. C'est son histoire, chacun a son histoire. De qui? De Mimi Touré? Je ne parlais de personne. De Mimi Touré, oui. Mais je vous en prie, moi je fais allusion à personne. Est-ce que vous savez, moi je suis membre fondateur de Yehu Yehui? Oui, pour l'intérêt du débat. Non, moi je dis, je parle de personne pour je vous susciter. Je dis simplement cette personne avec qui j'ai discuté. Je lui dis, vous deviez l'accompagner. Mais sur des bases conscientes, claires et nettes. Il a été élu sur un programme. Oui, il n'a pas été élu sur un programme de gauche. Si, justement. Vous lisez... Le Yonou Yokouté. Le Yonou Yokouté. Oui. Moi, je ne l'ai lu qu'après cette victoire. Moi, je l'aurais lu à l'époque, mais je l'ai voté pour lui. Je n'ai pas voté pour Macky Sall. Et j'ai mes raisons personnelles. Mais ce programme, il n'y a pas de programme plus avancé, il n'y a pas de programme plus gauche que ce programme-là. Il n'y a pas un programme aussi technique que celui-là, en termes d'économétrie, avec des calculs très précis, avec des indications, avec des projections, avec des diagnostics sur lesquels tout le monde est d'accord. On ne peut pas laisser ce programme. Programme qui a fait long feu, programme qu'il a écarté pour mettre sur pied le plan Sénégal émergent. C'est ça le programme. Ça a été une erreur. Mais je vous dis, c'est ça le problème. Oui. Nos amis de gauche qui étaient avec n'auraient jamais dû accepter. J'ai salué la sortie d'un des éléments conseillers, ministres conseillers du président Macky Sall pour dire que moi, je ne suis pas d'accord. Il y avait un programme qui était là, généré par un mouvement social, politique, par des forces sénégalaises qui ont pensé, qui ont réfléchi, qui ont produit. On n'a pas le droit de mettre ça de côté. Il est parti, ça c'est honnête. On laisse faire malheureusement. Celui qui se trompe peut se tromper en étant de bonne foi. On ne l'aide pas. Moi, je dis, vous encadrez quelqu'un où il ne peut pas trébucher, en même temps vous faire trébucher. Il trébuche. Oui. Il faut le relever. Mais qui est en train de trébucher? Non, c'est ton schéma. Je veux dire, en règle générale, les gens qui sont derrière les autorités sont pour des intérêts personnels, laissent l'autorité se tromper, ils n'ont pas le droit. Quand vous êtes avec une autorité, il faut lui dire la vérité. Vous vous rappelez du discours de Seydi Abdou Aziz Sy en 1968, à l'occasion de l'enterrement du président de l'Assemblée, Lamine Gueye, ce qu'il a dit sur les ministres, sur les députés. Dites la vérité au président de la République. Il n'a cessé de le répéter, Seydi Abdou Aziz Sy, les ministres, les députés, mettez-vous à la place du peuple. Dites la vérité pour Dieu. Dites la vérité pour les institutions, dites la vérité pour votre honneur, l'honneur de vos familles. Quand on est sous ce régime, dans ses valeurs, on ne peut pas avoir peur. Oui, quand on a une épée de Damoclès suspendue au-dessus de votre tête, quand on vous dit « mout ma mot », vous vous taisez ou bien vous quittez le gouvernement. C'est ça qui n'est pas normal. Est-ce qu'on peut user de sa liberté de ton... Je vous dis, c'est ça qui n'est pas normal. Mout ma mot, oui. C'est pas normal. Ça veut dire que d'une part, les bases sur lesquelles l'alliance était faite n'étaient pas solides.
C'est un. De deux, parce que vous n'avez pas eu la personnalité qu'il faut pour accepter qu'on vous mette en demeure. Il faut accepter de partir. Il faut partir. Quand vous voyez que le contrat moral, social, politique qui vous lie à quelqu'un n'est plus respecté, mais c'est les divorces, les gens se quittent. Ce sera peut-être le divorce de trop. Après avoir quitté Abdou Diouf, après avoir quitté Ablaye Wade, aujourd'hui, si la gauche devrait quitter Macky Sall, attention, elle se mettrait à dos le peuple sénégalais, non. Écoutez, ce n'est pas toute la gauche, hein, c'est une partie de la gauche. Une partie de la gauche. Mais la gauche révolutionnaire fondamentale qui est encore dans les usines, qui est encore dans les associations de quartier, qui est encore dans le mouvement paysan, qui n'a rien à voir avec le pouvoir, ni des structures du pouvoir, qui travaillent avec les masses, qui passent leur temps dans les champs, dans les usines, sur les mers, aux côtés des pêcheurs, etc., des travailleurs sociaux qui les encadrent, qui leur apportent de l'expertise, qui les accompagnent dans tout. Ces gens n'ont rien à voir avec l'État. Et c'est des gens de gauche qui sont là dans ce pays, qui construisent, qui font des consciences, qui aident les gens à comprendre, qui posent les débats, mais malheureusement qui ne sont pas toujours entendus. Oui, et c'est là le grand problème. Et qui sont moins visibles. Qui sont moins visibles. Oui. Et là, tout le problème maintenant, il faut que ces gens soient visibles. Il faut que ces gens-là, et ça c'est un de nos objectifs, n'est-ce pas, qu'ils se fédèrent, qui n'ont rien à voir avec la gauche institutionnelle, institutionnalisée ou la gauche du pouvoir qui se tait pour des impératifs. Non plus pour les intérêts des populations, mais pour des intérêts personnels et des intérêts de parti. Quand on nous dit que M. le Président Macky Sall donne des millions à des responsables vrais ou faux, ça pose un problème. Comment peut-on accepter ça dans une république? Comment peut-on accepter ça en tant que responsable politique? Comment peut-on accepter ça en tant que des éléments? Et les gens vivent de ça. Mais des gens qui vivent de ça, ils ne peuvent pas dire certaines vérités. Ils ne peuvent pas avoir la posture qui aide Macky Sall à rectifier ses erreurs dans la bonne direction. Ils ont les mains liées? C'est eux qui sont liés les mains. Ils ne doivent même pas l'accepter. Quand le mouvement Macky 2012 l'a dit, ça fait scandale. Les gens ont démenti. C'est vrai, les gens vivent que de ça. Il y a une classe politique qui ne vit que de ça, qui n'a pas une activité professionnelle établie, qui n'accepte pas de vivre la vie que mène le Sénégalais, le commun des mortels, qui croit être chevillé au pouvoir, ne vivent que des bienfaits et des prébendes du pouvoir, ça pose un problème. Oui. Là, est-ce que vous ne faites pas un mauvais procès au parti de la gauche qui accompagne Macky Sall? Parce que la plupart de ces partis-là est dans le Benno Siggil Sénégal. Aujourd'hui, cette semaine, on a entendu Benno Siggil Sénégal exiger du gouvernement de faire toute la lumière sur l'affaire ArcelorMittal, par exemple. Mais ils ont raison. Oui. Ils ont raison que le gouvernement fasse la lumière. Et les propos du ministre de l'économie et des finances ne sont pas rassurants. Et tout dernièrement, les sorties de M. le Premier ministre, que je trouve dommage. Il avait donné une bonne image d'un homme de paix, et c'est bon. D'un homme serein, et c'est bon. D'un homme de dossier, et c'est bon. Quand tu en es là, tu restes là. Tu ne changes pas pour faire de l'invective, pour injurier des gens. Le gouvernement n'accepte pas. Mais il accepte, il n'accepte pas. Les gens disent ce qu'ils ont à dire. C'est à vous de donner les réponses concluantes. Il n'y a pas de réponse concluante. Vaut mieux tôt que tard. Tard que jamais plus tôt. Oui. Les amis qui ont dit, oui, ArcelorMittal, il faut que ça devienne clair. Oui. Vous dites, heureusement, les langues se délient maintenant. Mais ils sont obligés. Oui. Ils ont avalé beaucoup trop de couleurs. Et ils ne sont pas à l'aise à l'intérieur. Ils ne seront jamais à l'aise à l'intérieur. Ah bon? Jamais, il faut le savoir. Parce que les gens du parti de Macky Sall, la PR, ils bougent. Macky Sall n'est pas à l'aise avec son propre parti. Parce que chacun demande des responsabilités. Il ne peut pas satisfaire tout le monde. S'il ne le fait pas, les gens font du chantage. On est dans la politique du chantage dans ces pays. Tu ne fais pas ceci, je fais cela. Si tu ne fais pas ceci, je fais cela. C'est comme si les gens faisaient la politique pour des choses, des intérêts personnels. Mais ça pose un problème. Ce n'est pas autour de programmes, ce n'est pas autour de perspectives, ce n'est pas pour des idéaux. Non, c'est pour des prébendes, des situations de poste. C'est ça qui fait qu'ils ôtent
tout manteau politique, tout manteau idéologique, ils font des mouvements de soutien. Quand le mouvement de soutien perd ici, on le rebaptise, il passe ailleurs. Vous avez suivi l'actualité encore récente, et ça pose un problème. Oui. Là, pensez-vous que le compagnonnage entre le président Macky Sall et les partis de gauche a de beaux jours devant lui? Moi, je dis que c'est aux deux de jouer. Je n'ai pas terminé à propos de la personne avec qui j'ai discuté. Je disais à cette personne, vous deviez aller le plus loin possible avec M. le président Macky Sall. Il a fait des avancées de gauche, il faut l'aider à résoudre les équations de gauche. Qu'il soit lui gauche libéral, ce serait tant mieux. Qu'il ne le soit plus, qu'il ne le soit pas, qu'il ne l'ait jamais été, c'est pas grave. Mais vous, restez gauche. Amenez-le sur des positions de gauche. Amenez-le à réaliser des politiques de gauche. L'autre entretien que j'ai eu avec un de ces éléments très proches, un conseil spécial, je lui ai dit que M. le président Macky Sall, aujourd'hui, a besoin de trois choses fondamentales, je crois. Il a besoin de sages qui rétablissent la paix, les ponts avec tout le monde, avec le mouvement social, les autorités religieuses. Il a besoin de ces sages-là, qui le mettent en paix, qui ne le mettent pas dans des situations de guerre et de conflit avec les uns, avec les autres. Il a besoin de paix pour diriger, il a besoin de paix pour construire, il a besoin de paix lui-même pour avoir sa sérénité et mener les actions à mener. Il a besoin de ces sages-là. Il n'a pas besoin de va-t-en-guerre qui lui disent c'est pas toi de ceci, de celui-là, etc., etc. Il n'a pas besoin de ça fondamentalement. Deux, je lui dis, monsieur le conseiller, dites à monsieur le président qu'il a besoin aussi de savants. Quand je dis savants, je veux dire des experts. Des gens qui ont capitalisé dans tel secteur, tel autre secteur, qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui savent de quoi murmurent ces pays, qu'est-ce que les masses, de quoi il est question au sein des masses, quelles sont les solutions alternatives, quelles sont les solutions nationales de construction, qui ont des expertises, qui ont des leaderships dans ces secteurs-là. Il ne peut pas réussir sa politique s'il n'a pas ces éléments-là capables de l'instruire sur ces politiques-là. Et le troisième élément, je lui dis, mais le monsieur le président aussi a besoin de stratèges. Il a besoin de paix. Il a besoin d'avoir les connaissances et les compétences mobilisables qui ne sont pas nécessairement dans son parti. Qui ne sont pas dans son parti. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans son parti, mais ça dépasse le périmètre du parti et de tous les partis. C'est à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Ces gens qui ont ces compétences, ces gens qui ont les expertises, qui sont là, qui ont travaillé dans des mouvements, qui sont chevillés à ces mouvements, qui ont des leaderships, qui sont connus et reconnus, qui ont des choses à apporter au pays. C'est moins à Macky Sall qu'au pays et aux générations futures. Quand il s'agit de pourvoir un poste, on passe d'abord aux militants. Écoutez, c'est ça l'erreur fondamentale. Je dis aussi à ce conseiller, monsieur le président a besoin aussi de stratèges. Si vous avez des sages, si vous avez les bonnes politiques, les connaissances, vous avez besoin de stratèges. Et on n'a pas de stratège dans ce pays. Des gens qui ne font que de la stratégie. Les politiques qui sont déclinées, comment les mener? Mais écoutez, une réforme aussi capitale que celle de l'acte 3 de la décentralisation, le monitoring a été faussé dès le départ. On ne peut pas en moins d'une année concevoir une réforme aussi capitale que la décentralisation administrative où tu chamboules tout en un an. Ce n'est pas possible, si même pas honnête intellectuellement. Ce n'est pas honnête politiquement. Ça pose des problèmes. La France, depuis au moins 15 ans, est en train de réfléchir sur comment passer à son acte 3 de décentralisation. Et ils envisagent pour 2015-2016 à amorcer justement les changements dans l'architecture administrative de la France. La France, au plus de 100 ans, au moins depuis 1789 que la commune a été créée en France. Ce que De Gaulle a apporté en 1968, la création des régions, toutes les régions, toutes les personnalités qui ont émergé en France, dans les conseils départementaux, dans les communes, dans les régions, qui sont devenus des hommes d'État capables de construire des politiques, de les mettre en œuvre,
Quand ces gens-là mettent plus de 10 ans à réfléchir sur le schéma, ce qu'ils appellent le millefeuille administratif, nous, en moins de 2 ans, on conçoit quelque chose d'aussi capital pour dire acte 3 de la décentralisation qui devient un slogan, la communalisation universitaire qui devient un slogan, vous créez des nouvelles entités que vous voulez ériger en des communes de plein exercice, les compétences ne sont pas en place, les ressources ne sont pas en place, les mentalités ne sont pas préparées, vous n'avez pas eu le temps de faire le monitoring, mais vous allez à l'échec. Donc c'est un échec, l'acte 3 de la décentralisation. Mais je vous dis, moi je dépasse l'échec ponctuel de ça va être la même chose pour toutes les autres politiques. C'est l'échec des stratèges, il n'y a pas de stratège, et c'est ça qui est grave. Une politique, on prend le temps de la concevoir. Une fois qu'elle est conçue, on marque un temps. Il y a un temps pour la politique. Il y a un temps pour réfléchir. Il y a eu des concertations. Il y a un temps pour élaborer les stratégies. Il y a un temps pour les mises en œuvre. Il y a eu des concertations sur l'acte 3 de la décentralisation. Mais des décentralisations sur le tas. On a sorti des choses. On a regroupé, tout le monde a suivi. On a regroupé les partis politiques. Comment veux-tu venir dans une salle, donner un acte à quelqu'un aussi fondamental pour lui demander de se prononcer sur ça? On l'a fait avec les élus locaux, on l'a fait avec la classe politique. Mais qui peut-on tromper? C'est pas ça. C'est pourquoi je vous dis, il y a un problème de monitoring. Il faut prendre le temps de consulter les gens. Avoir le temps de nouer des relations durables, honnêtes avec les gens, les collectivités locales, territoriales. Vous avez entendu, tous les présidents de région se sont plaints. Tous les travailleurs de toutes les communes sont plaints. Aujourd'hui, tous sont dans le mouvement social revendicatif qu'on nous paye nos salaires. Ceux qui bénéficiaient des bienfaits de communes sont tous passés à la trappe. Mais parce qu'on n'a pas eu le temps, non seulement d'associer tout le monde dans la réflexion stratégique, on n'a pas eu le temps de ficeler le dossier. Vous avez entendu dire, oui, nous allons pas à pas, on fait la communalisation, ensuite on fait la territorialisation. Mais qui vous-t-on tromper? Et maintenant, on veut noyer le poisson dans le discours, dans la propagande, dans la communication. Cette communication ne peut pas passer, il ne passera pas. Oui, sauf que la Macky Sall n'a pas beaucoup de temps. Il est élu pour 5 ans, 5 ans passent vite. Mais il est élu pour 5 ans, la nation sénégalaise était là depuis bien avant lui, elle sera là encore bien après lui. J'ai dit aux uns et aux autres, le problème de Macky Sall, c'est son obsession de second mandat, c'est grave, son obsession pour ces échéances, c'est 2017. Ça ne peut pas être 2017. On prend le temps de construire des politiques, on les réfléchit avec les gens, on les associe, les gens ils voient, ils sont concernés dans les mises en œuvre, mais ils se donnent 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour parachever des schémas de construction. On est dans des logiques de construction, pas dans des logiques de résultats immédiats. Non, c'est ça qui est grave. Mais on ne peut pas dire que le président Macky Sall est un homme pressé. Il a fixé le cap de l'émergence du Sénégal à 2035 avec le plan Sénégal émergent. Ça, c'est une autre question. Oui. Une autre question. Et ça, c'est toute la question aussi de tous ces plans émergents qu'on nous amène. Il y a du bluff dans ça. Ah oui. Il y a du leurre. On est passé des plans d'ajustement structurel sur 20 ans, 25 ans, ça n'a rien donné. On a défonctionnalisé, on a jeté les gens dans la rue. Certains sont morts, des familles éclatées, des ménages éclatés. Ces résultats, ça n'a pas été évalué. C'est donc. Tu passes, et ça c'était les éléments de la Banque mondiale du Fonds monétaire international, qui ont de très bons experts, qui ont mis en place le plan d'ajustement structurel qui n'ont rien donné. Et maintenant, il y a un glissement sémantique, il y a toute une caste de consultants internationaux qui ne vivent que de ça. C'est ça le danger. Une caste. Aujourd'hui, vous voulez devenir riche, monsieur Pierre-Edouard, devenez consultant. Moi, je dis à un de mes anciens élèves que j'ai revu, et il me dit, monsieur, est-ce que vous me reconnaissez? Je dis, mais je vois le visage, mais sans trop savoir que vous êtes... C'est où encore? Il me dit, ça fait déjà 20 ans derrière. Je dis, ok, c'est bon. Et qu'est-ce que vous êtes devenu? Il dit, je suis consultant. Je dis, moi, je suis contre les consultants. Ils ont des solutions toujours toutes faites. Vous leur donnez les éléments
il vous donne le retour de ce que vous attendez, ni plus ni moins. Quand on dit qu'on a payé 2,5 milliards à un cabinet de consultance McKinsey aux États-Unis. Mais c'est la raison pour laquelle... Pour la confection du plan Sénégal émergent. Où étaient les Sénégalais qui ont conçu, comment dire, Yonou Yokote? Où sont les intellectuels organiques de l'État sénégalais qui sont payés pour ça, qui sont dans les ministères, qui vivent de ça, qui sont payés avec des salaires chaque fin du mois, qui ont été dans les plus grandes universités du monde, qui se sont confrontés à tout le monde, mais on ne prend pas leur avis. À chaque fois qu'il est question d'avoir une politique, on paye des cabinets, ce sont ces cabinets internationaux. Moi, je suis relu, je me suis donné la peine, je vous assure, Pierre-Edouard, à relire le plan Sénégal émergent, du début jusqu'à la fin, à voir justement les sources de référencement du plan Sénégal émergent. Je suis déçu. Il y a des graphiques qui sont faux, il y a des graphiques qui sont flous. Les données à partir desquelles ça a été construit, ce sont les données produites pour l'essentiel par les services des statistiques, par les services de la prévision. Mais ces gens qui sont là, qui ont qualité à penser, à produire le savoir, à donner à fournir la base de données, mais ils sont capables d'avoir les politiques. Oui, mais l'objectif est d'en arriver à l'émergence. Écoute, non. En 2035. Non, écoutez, oui. Là aussi c'est l'autre leurre. L'émergence, c'est quoi l'émergence? C'est tout le problème. C'est ça le leurre. On le dit, soyez pressés. 1. Croissance à 2 chiffres. Libéralisez au maximum. Ouvrez vos économies aux bailleurs, aux investisseurs, etc., etc. Guichet unique, vous faites disparaître tous les mécanismes de protection de ces pays-là. Tous les éléments de sécurité. Tous ceux qui ont de l'argent, d'où qu'ils viennent, et quelles que soient leurs intentions, ils ont la facilité, en moins de 24 heures, de créer leur entreprise et d'être sur le marché. Non! Le peuple ne s'est pas développé sur ces bases-là. On leur fait sentir la nécessité de ne recourir qu'à des capitaux étrangers. La nécessité à ne recourir qu'à des consultants qui vont les manager, soi-disant pour avoir des financements de telle banque, des clubs de Paris, des clubs de Rome, etc., etc. Mais c'est surtout les gens qui le font pour eux. Eux-mêmes, ils vivent de ça. Je vous dis, aujourd'hui, soyez simplement vous-même consultant au niveau de la presse, vous devenez rapidement millionnaire, monsieur Pierre-Edouard. Moi, j'ai vu des gens dans l'éducation, je connais bien, qui ont quitté des départements, des responsabilités du ministère de l'Éducation pour devenir des consultants. Ils consultent, ils font des consultances à des bailleurs et ils reviennent d'une manière ou d'une autre, piloter des programmes du ministère de l'Éducation. Ils se trouvent des millionnaires qui sont des responsabilités. Ils ne sont même pas honnêtes avec eux-mêmes. Ils ne sont pas honnêtes avec les ministères. Ils ne sont pas honnêtes avec les populations sénégalaises. Et ça, c'est un manque de patriotisme. Oui. Au Club de Paris, il y a eu un engagement de financement de plus de 1000 milliards. Je veux dire. Avez-vous envie aujourd'hui de sauter au plafond? Non, je ne saute pas au plafond. Et tout le monde le sait. Et je crois que le président Macky Sall a eu beaucoup de mal lorsque les gens... Il y a un journaliste qui lui a posé la question, monsieur le président, vous êtes venu avec un bateau ou bien avec un avion rempli de dollars? Il a dit non, non, l'argent n'est pas encore là. L'argent ne sera pas là. Et ça, les gens le disent. C'est des procédures. Mais quand vous étudiez, parce que les gens ne donnent plus le temps d'étudier, les gens... Mais écoutez, qu'est-ce qui a fait l'échec de tous les programmes de coopération avec l'Union européenne dans le cadre du FED? Ce sont des milliards et des milliards qui sont définis dans des programmes, mais les mécanismes d'écriture, comment dire, les contrôles, les procédures sont tellement longues, lentes et lourdes, de sorte que l'argent, généralement, n'arrive pas, ou bien quand il arrive, c'est une partie qui est reversée, le programme est terminé. Nous, nous disons, dans la gauche, qu'il faut changer de paradigme. Nos références, ce n'est pas le doing business qui est l'instrument de l'ultralibéralisme des bailleurs de fonds internationaux, qui ont besoin de faire éclater tous les verrous, tous les systèmes de défense et de protection de nos économies et de nos populations, qui mettent à bas les autorités politiques
l'État qui met à bas la classe politique, qui fait que vous ne voyez plus ce que les partis faisaient, avoir des experts qui réfléchissent sur les politiques. Maintenant, tout le monde est articulé et chevillé à des consultants internationaux. Des consultants internationaux ne peuvent pas développer les pays. Ce sont les gens qui sont là dans les partis, qui sont là dans les structures de l'État, qui sont les nationaux, les patriotes, qui doivent penser, réfléchir, inventer des systèmes, les mettre en application, se tromper, se relever, repartir. C'est comme ça qu'on bâtit une nation. Mais vous ne pensez jamais qu'en croisant les bras, en faisant recours à l'argent des autres, vous faites votre bonheur. En faisant recours à des consultants, que vous allez faire le bonheur de ces peuples. Non, ces gens ne sont pas des enfants de troupe, monsieur. Ils sont là pour leurs intérêts objectifs. Ils sont là pour des intérêts géostratégiques. On reste dans la facilité. On attend. Oui, c'est tant de milliards mobilisés, on fera ici, etc., etc. Mais non. Et quand bien même tout cela serait fait, je dis, même si on faisait tout ça, mais la dimension sociale, la dimension nationale, mais où est-elle où sont-elles? Vous voyez les paysans, mais ils ne sont même pas concernés. La cité de l'émergence qu'on a voulu ériger en dégageant rapidement la gare routière, rapidement en octroyant un terrain, rapidement en posant la pierre. Mais qui peut-on tromper? Pourquoi cette rapidité? Pourquoi cette hâte-là? On construit. On est dans un monde de vitesse, il faut y aller aller vite. On est dans un monde de vitesse, mais on prend aussi le temps de concevoir, le temps de mettre en application. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Ce que nous a montré là, mais ce n'est pas pour les paysans, ce n'est pas pour les travailleurs sénégalais moyens, c'est pour les classes moyennes. Et ce type d'immeuble-là, les grands ensembles, comme on les appelle ailleurs, mais ça fait son échec. Les gens sont dans des immeubles de 15 étages, de 20 étages, mais ils ne sont jamais plus à l'aise. Ça ne correspond ni à notre culture, ni à notre mode de vie, ni à nos capacités financières. Il faut mettre l'accent sur autre chose. Okay. Moi, je crois qu'il y a un temps pour faire des énoncés. C'est bien. Nous encourageons le président Macky Sall. Moi, je dis que Macky n'a pas encore de problème avec nous, parce qu'il a des énoncés qui sont justes. Quand il parle de couverture médicale universelle, nous disons c'est bien. Quand il parle de protection sociale, nous disons c'est bien. Hein? Quand il parle de l'octroi de la décentralisation, nous disons bien. Quand il parle des bourses familiales, nous disons oui, mais c'est bien, mais nous disons aussi attention. Pas de précipitationnisme, pas de hâte. C'est des choses qu'il faut prendre le temps de réfléchir, de raisonner, de conduire avec les acteurs, les vrais acteurs, et pour que ça puisse avoir son impact. On aujourd'hui fait une politique dans